continue de penser que l'obligataire va apporter de la performance dans les portefeuilles. C'est un portefeuille qui a fait 19% de performance l'année dernière, quand le marché est moins de 2. Si vous aviez 85% de CAC 40 et que vous rajoutez 15% de Carmignac Investissement, eh bien vous augmentiez la performance de votre portefeuille et vous baissiez le risque de votre portefeuille. Vous baissiez la volatilité aussi de votre portefeuille. Tout simplement parce qu'on a des thèmes qui sont tellement différents du CAC 40, on n'a aucune valeur bien évidemment sur le CAC 40, que vous répartissez vos risques. C'est ce que je veux vraiment, parce que j'ai trop souvent la remarque quand on me dit votre fonds est trop dynamique, votre fonds est trop volatile de temps en temps, pensez que quand il est associé avec un autre fonds, quand il est associé avec des valeurs qui sont complètement différentes, au contraire, vous baissez complètement votre volatilité. Et je répète, pour nous, c'est en plus une thématique de bon sens et il ne fait aucun doute que sur 5 ans, les matières premières et l'amélioration du niveau de vie moyen des pays émergents qui va s'améliorer de façon très importante, c'est comme ça qu'on va avoir de la performance. La croissance, c'est dans ces pays. Stéphane, dans vos portefeuilles, qu'est-ce que vous faites actuellement? Oui, alors, premièrement, on essaie d'avoir un petit peu de sang-froid. Il en faut. Il en faut, c'est pas facile, mais il ne faut pas surréagir. Et quand on voit des marchés qui baissent très fort, il ne faut pas céder à la panique. Ou quand ils remontent très fort, il ne faut pas non plus se dire « Ah, c'est reparti ». Donc déjà, du sang-froid. Deuxièmement, avoir un peu de cash, ce qui permet de saisir des opportunités quand effectivement il y a des chutes brutales. Et puis ne pas hésiter quand le marché remonte. Il est remonté, par exemple, il y a 3 semaines agressivement sur... des espoirs de recapitalisation de Freddie Mac, etc. aux États-Unis, ne pas hésiter à prendre ses profits. Troisième chose, en fait, ce qu'il faut faire, c'est travailler les fondamentaux, c'est-à-dire en permanence voir les sociétés, voir les managements, et surtout étudier ces sociétés au regard des 2 crises que l'on a, c'est-à-dire vis-à-vis de la récession américaine et vis-à-vis de la crise financière. Donc récession américaine, s'assurer que vous n'êtes pas sur un groupe cyclique très présent aux États-Unis, s'assurer également que si effectivement il y a un ralentissement européen, eh bien que le groupe ne sera pas touché ou sera beaucoup moins touché que les autres. Et puis s'agissant de la crise bancaire, bien évidemment, éviter les banques, sachant qu'il faudra quand même y retourner un jour ou l'autre, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a quand même peu de discrimination. Mais pour le moment, il faut absolument éviter cela. Et vis-à-vis de cette crise bancaire, il faut également éviter les sociétés donc, très endettées, puisque les banques allant elles-mêmes moins bien, jusqu'ici on a eu une période de crédit facile et pas cher. Maintenant, le crédit va se raréfier et va devenir plus cher. Donc, les entreprises qui ont des bilans difficiles vont avoir de vrais problèmes. Et également, les entreprises qui ont un business model axé sur de la croissance externe très forte. Donc, c'est-à-dire des sociétés qui consomment beaucoup de cash, qui ont besoin d'avoir en permanence des finances pour financer la croissance externe. Donc, ces entreprises auront des modèles un petit peu plus fragiles. Donc voilà ce que l'on fait. Cette crise, elle va passer de toutes les façons. Je crois qu'il ne faut pas essayer de se mettre non plus dans un stress scénario de finance-fiction en se disant l'économie mondiale part à la banqueroute, on va fermer, il n'y aura plus de liquidité, toutes les banques américaines vont sauter, et par capillarité les banques européennes, les banques françaises. Enfin bon, à un moment donné, il faut aussi prendre un peu de recul, boire un peu d'eau, respirer 2 minutes et voir que voilà, l'économie mondiale, elle a des soucis de temps à autre, mais une crise totale où tout d'un coup il n'y a plus d'électricité, on ne peut plus rien faire. Enfin, ce scénario de finance-fiction que certains peuvent imaginer, on en est à mon avis très très loin. Donc il faut faire attention, il faut être prudent. Et en tout cas pour ceux qui ont du temps devant eux et pour ceux qui ont effectivement de la liquidité, il faut investir de façon diversifiée, sans faire n'importe quoi, en prenant son temps. Mais à un moment donné, oui, à échéance plus ou moins longue, oui, je pense que les actions, ça reste malgré tout sur la durée le meilleur investissement possible. Donc oui, des fois on se fait peur, des fois effectivement il y a des baisses de marché, mais si on est diversifié, si on fait attention, si on est sélectif, je pense que ces baisses de marché, on est capable de les gommer. Sur la durée, on ne peut que se féliciter, en tout cas à notre avis, et on fait ça depuis maintenant plus de 15 ans, des investissements en actions. Normalement, historiquement, on donne une prime à la liquidité des actifs. Et c'est ce qu'on a vu ces derniers mois. Tous les actifs qui n'étaient pas liquides se sont fait attaquer. Parce que quand on a besoin de liquidité, si on veut vendre, je dirais, une petite capitalisation, une petite valeur, il n'y a pas forcément beaucoup d'acheteurs. Par contre, lorsque l'on a une grosse capitalisation comme Total, je pourrais avoir, je ne sais pas, 2 millions de titres Total en portefeuille, je les vends dans la demi-heure. Donc la liquidité, ça a un prix. Seulement aujourd'hui, les actifs qui sont les plus liquides, ce sont les actifs les moins chers. Et les actifs qui sont les moins liquides, ce sont ceux-là qui sont les plus chers. Et donc, on a pris le biais, nous, de sélectionner bien évidemment les actifs les plus liquides qui
devraient retrouver cette prime à la liquidité. Donc nous, aujourd'hui, bien évidemment, on va choisir les larges capitalisations et la baisse pour nous, cette anomalie de marché qui est qu'on donne une prime à l'illiquidité aujourd'hui, va se corriger dans le temps. La part de liquidité dans les fonds, aujourd'hui, elle est toujours au maximum, puisque en fait, on n'a pas commencé aujourd'hui à racheter, bon, excepté quelques titres. On peut citer, je vous ai cité Eurotunnel tout à l'heure, qu'on a recommencé à faire une ligne dessus. On a commencé à acheter sur l'Europe d'une valeur comme BMW. Là, c'est pour une histoire, tout simplement. Son concurrent principal, qui est Mercedes, a des marges de 12%, BMW 2,6. Pour la petite histoire, BMW, je dirais, est le meilleur client aujourd'hui des fournisseurs équipementiers automobiles. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils payent un peu plus cher. Donc ils ont ouvert leur book de fournisseurs avec PSA et ils s'aperçoivent que pour beaucoup de produits, ils payent 20% de plus que PSA. Donc là, ils vont normalement améliorer les marges. Donc voilà, donc c'est le type de valeur sur lequel on a joué. Et puis surtout aussi, on joue là, toujours le biais évidemment des pays émergents, mais nous, on préfère investir sur des sociétés européennes qui sont bien évidemment implantées dans les pays émergents. Aujourd'hui, en Chine, la classe moyenne qui accède, je dirais, aux richesses, achète Audi ou BMW. Donc voilà, c'est le type de valeur qu'on met en portefeuille pour jouer la croissance des pays émergents. Moi, je pense que les marchés vont rester très volatiles. Je pense qu'on a fait quand même une grosse partie de la baisse. Et donc je pense que... Excusez-moi, mais est-ce qu'on décale pas dans le temps? Parce que si on se reporte il y a 6 mois, on disait, bon, de toute façon, fin mars, ça sera quasiment terminé, tout sera débouclé, on va repartir sur autre chose. Maintenant, on décale sur fin juin. Oui. Mais en fait, moi, ce qui me rassure un petit peu je suis un peu plus rassuré depuis 1 ou 2 semaines, parce que d'une part, on a la Fed qui intervient de manière massive et de façon très intelligente. C'est-à-dire, c'est pas seulement des baisses de taux, mais c'est également 200 ou 300 milliards de dollars pour proposer aux banques de leur racheter leurs créances difficiles, parce que le problème des banques, c'est qu'elles sont toutes vendeuses de titres et de créances un petit peu douteuses, et en face, il n'y a pas d'acheteurs. Et donc la Fed joue ce rôle d'acheteur en dernier ressort, et donc on voit que la Fed est assez agressive et il trouve des parades assez intelligentes. De la même manière, l'État américain est déterminé à faire en sorte que la crise ne s'étende pas, donc notamment les rehausseurs de crédit, on essaie de trouver des solutions. Bush a voté il y a 2 semaines ou 3 semaines un plan de baisse d'impôts de 200-300 milliards de dollars. Donc Bear Stearns a fait faillite, mais en même temps ça a été racheté immédiatement par JP Morgan Chase, organisé par la Fed. Donc nous, depuis 1 ou 2 semaines, on est un petit peu plus, on est moins noir parce qu'on trouve qu'il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées. Voilà. Alors ensuite, évidemment, encore une fois, les marchés ne se redresseront pas tant que les banques ne seront pas... on n'aura pas calmé les choses au niveau des banques. Le problème, c'est qu'il y a eu énormément d'abus. C'est-à-dire que l'argent a été facile et pas cher. Donc les banques, les hedge funds, les fonds se sont leveragés de manière extraordinaire. C'est-à-dire pour 1 euro de fonds propres, on empruntait 4 à la banque. Donc ça va bien quand vous placez à des taux supérieurs aux taux auxquels vous empruntez. Mais, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Mais en théorie financière, on appelle aussi l'effet de massue quand, évidemment, les rendements sont inférieurs. C'est le cas actuellement. Donc il faut laisser le temps au système de digérer tous ces excès, tous ces abus. Pourquoi est-ce qu'on fait de bonnes affaires? Parce que les gens n'en veulent pas. C'est ce qu'on appelle la finance comportementale. Les gens, le rationnel s'en va et c'est le comportement qui l'emporte, la peur qui l'emporte. Donc tout le monde vend, quel que soit le prix, même si c'est pas cher. Et c'est là où on fait les meilleures affaires. Donc évidemment, c'est très difficile. Il faut encore une fois garder son sang-froid. Il faut pas acheter n'importe quoi. Il faut être extrêmement radin sur les prix. Et avec le temps, eh bien, les choses normalement devraient se passer correctement. Le conseil, l'indépendance, le temps et la sélectivité, quand vous réunissez ces 4 paramètres, normalement, on devrait y arriver. Et il se trouve que normalement, on y arrive. Il y a pléthore d'exemples où quand on a réuni ces 4 paramètres ensemble, on y est arrivé. Pour nous, c'est très important d'avoir une très bonne connaissance des gérants des sociétés de gestion avec lesquelles on travaille et d'avoir une très bonne connaissance de vos objectifs et de vos moyens. Et là, j'insiste sur cette chose-là. De plus en plus, il faut qu'on ait, avec nos clients, un rapport de confiance comme on l'a avec les gérants avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'il faut qu'on joue carte sur table. Vous avez des besoins, vous avez des moyens, vous avez certaines envies, vous avez des contraintes fiscales. Tout ça, il faut qu'on le mette sur la table. Et c'est à partir de là qu'on sera capable
de faire une allocation d'actifs, de faire une répartition du patrimoine et d'aller chercher les fonds qui correspondent à vos besoins dans le